Nous vivons ensemble dans un même univers, mais aussi riche et varié soit-il, mon respect va envers ceux qui savent, qui surent et qui sauront l'enrichir davantage en explorant de nouvelles contrées, souvent à travers le prisme de l'art. Je vous propose donc une série de vidéos axées sur l'histoire de l'art, qui traiteront des artistes et de mouvements qui enrichissent notre univers. Et Jérôme Bosch te fait l'honneur d'ouvrir le bal. Jérôme Bosch est un peintre hollandais dont on sait peu de choses, ceci en raison du peu d'archives conservées le concernant. Il aurait pu être condamné à l'oubli si les monstres et les autres diableries de son œuvre n'avaient pas autant fasciné et frappé les esprits. Son œuvre qui, comme sa vie, regorge de mystères. Il naquit en Hollande vers 1450 dans une famille de peintres à Hertogenbosch, que l'on appelle plus commodément Bois-le-Duc. Probablement formé par ses proches à la peinture, il délaissa son véritable nom, Geronimus van Aken, pour le pseudonyme Hieronymus Bosch, tiré de sa ville natale que l'on surnommait Den Bosch. Il s'éteignit le 9 août 1516 à Bois-le-Duc alors que la peste y régnait. Faisons une petite mise en contexte. Le XVe siècle voit l'achèvement de l'ère médiévale en Europe et l'arrivée de la Renaissance italienne. D'ailleurs, Léonard de Vinci est contemporain de Jérôme Bosch. Le XVe siècle est donc une période de transition pour l'art européen. On délaisse peu à peu l'art gothique pour un art qui renoue avec les canons gréco-romains antiques et la perspective géométrique. Oh, et n'oublie pas nos petits pantins de l'Inquisition, mon poulpe. Ils chassent et brûlent passionnément les vilains hérétiques. Ils torturent et noient ces infâmes sorcières, ésotéristes, alchimistes. Oui, c'est vrai que tout cela s'est pas mal développé à cette période, et il est probable que ce terreau de croyances ésotériques ait abreuvé l'imaginaire de Bosch. On dit qu'il fut inspiré par le moine ésotériste Jean de Rysbroek, par la Bible évidemment, par la légende dorée de Jacques de Voragine, par les Ars Moriendi, il s'agit de manuels qui montrent aux chrétiens la manière de bien mourir, et par la vision de Tondal, un poème irlandais qui raconte l'histoire d'un chevalier qui menait une vie de débauche et d'oisiveté. Seulement Tondal visita l'outre-tombe en esprit. Cette vision est dite l'une des plus noires du monde médiéval, car l'outre-tombe est peuplée de monstres et de damnés subtilement torturés. Selon l'historien d'art Willem Franger, Bosch fit même partie de sectes comme les Homines Intelligentiae, qui prêchaient l'accomplissement spirituel par un amour charnel épuré. Au moins il est sûr qu'il fit partie de la confrérie Notre-Dame de Bois-le-Duc, une confrérie importante dont seuls les plus aisés pouvaient entrer, moyennant finance évidemment. Avant d'aborder son œuvre, signalons d'abord un problème majeur, sa datation. On n'a aucune information qui permettrait de dater précisément les œuvres conservées de Bosch. On rattache Bosch au primitif flamand, de par son utilisation de la peinture à l'huile, une invention flamande qui permet au peintre de multiplier les détails et les effets de lumière et de texture. Ajoutons également que Bosch utilise une perspective et une structure empirique, qui caractérisent l'art flamand du XVe siècle. De plus, il est un bon paysagiste, un genre où les artistes flamands vont exceller. Cependant, on peut rapprocher l'œuvre de Bosch de l'art gothique par la forte religiosité qui s'en dégage, ainsi que l'apparition de nombreux monstres hybrides propres au fantastique médiéval. D'ailleurs, c'est pour ces monstres et l'extrême originalité du contenu de ses œuvres que Bosch est reconnu. Cependant, on peut trouver de lui des œuvres tout à fait classiques, par exemple Ecce Homo, ou bien Les Noces de Canard. On peut distinguer deux thèmes qui furent récurrents chez Jérôme Bosch, la folie humaine et la satire des vices de l'homme. Pour la satire des vices de l'homme, prenons exemple du portement de croix. On y voit autour du visage calme du Christ un florilège de visages humains laids, à l'exception de la femme, Sainte Véronique, qui tient un voile avec la face du Christ. Toutes ces têtes grimaçantes donnent une vision pessimiste de l'humanité, une humanité défigurée par les vices. Autre exemple, le panneau central du triptyque du chariot de foin. Le panneau gauche représente la Genèse, depuis la chute des anges rebelles, jusqu'à l'expulsion de l'homme du paradis. Le panneau droit représente l'enfer, où sont torturés les damnés. Le panneau central, quant à lui, représente une foule de personnages en diverses situations autour d'un grand chariot de foin. Ici, le foin est une allégorie de l'argent, et Bosch dépeint ce dont sont capables les hommes par cupidité et avidité, le vol, la violence et le meurtre. Au-dessus de cela, sur le chariot de foin, on remarque deux couples, un chantant et jouant de la musique, un autre s'embrassant. Ne sont-ce pas les choses essentielles de la vie ? La Nef des Fous dépeint la folie humaine. Le sujet de cette œuvre serait inspiré de la Nef des Fous de Sébastien Brandt, qui parut en 1494 et qui eut un grand retentissement dans toute l'Europe. Dans ce manuscrit, Brandt se moque des hommes et de leurs sottises, n'épargnant ni clercs ni nobles. Brandt rejoint Erasme, l'auteur de l'éloge de la folie. Celui-ci écrivit qu'il ne raille pas les individus mais les vices. Le rire est mis au service de la morale. C'est probablement dans ce sens qu'il faut lire cette œuvre de Bosch. De plus, durant le Moyen-Âge, les fêtes des fous fera l'honneur.
Cette œuvre est considérée comme une illustration de la folie qui a gagné tous les personnages, même des membres du clergé. Tout le monde s'amuse, une nonne joue de la sitar et tente de mordre, à l'instar du moine, une quelconque nourriture suspendue à un fil. Une femme bat un homme à l'aide d'une cruche. On ne sait précisément le sens rattaché à cet objet. Cependant, on est certain qu'il a une connotation très négative. Un homme vomit de tout son sou, et il se rassure, la barrique à ses côtés semble encore pleine. Un autre homme tente de grimper le long du mât afin de récupérer la volaille. Une scène que l'on retrouvait d'ailleurs dans les foires. Bref, la seule personne qui semble la moins folle est celle qui porte les habits du fou. Celle-ci, à l'écart des autres, boit, probablement satisfait d'avoir plongé ces gens dans la folie. Le thème de la folie se retrouve également dans la cure de la folie. Le pourtour de la scène est décoré de cadelures, et on peut lire en lettres gothiques « Mester snit dikayaras, mine name is Lubert das ». Cela signifie « Maître, coupe vite cette pierre, mon nom est Lubert das ». Tout d'abord, on ignore qui est ce Lubert das. Par contre, la première phrase renvoie à un proverbe analogue à « avoir une araignée au plafond », c'est-à-dire la folie. La scène présente un groupe de 4 personnages. Un est assis et attaché à sa chaise. Il se fait charcuter la tête par un médecin qui a pour couvre-chef un entonnoir, symbole de folie, et une cruche à la ceinture. À droite, un moine semble faire des remontrances et des boniments aux patients, et ensuite une femme coiffée d'un livre regarde la scène attentivement. Le sujet de cette œuvre est l'extraction de la pierre de folie. L'homme assis serait donc en proie à la folie, et le médecin tente de la soustraire. Sauf qu'ici, la pierre se révèle être une fleur. De ce fait, on peut se demander qui est vraiment fou. Est-ce le patient crédule, ou bien le médecin avec son entonnoir sur la tête? Le moine bonimenteur, ou bien la femme avec son livre sur la tête? Terminons par le Jardin des Délices. Ce triptyque est considéré comme le chef-d'œuvre du peintre. En tout cas, elle est certainement l'œuvre la plus riche de sens, en raison du foisonnement des symboles, ce qui la rend assez difficile à synthétiser. Rien que le thème de cette œuvre n'est pas évident. C'est l'œuvre de Bosch qui a suscité le plus de questions et de réponses. Wilhelm Frenger la lia à une secte hérétique, Van Lennep la lia à la chimie, et Joachim Jarza-Loakes la lia aux enfants de Vénus. Mais commençons par la description. Une fois le triptyque refermé, on voit le monde enfermé dans une sphère flottant dans le néant. Dieu se tient dans ce coin, et en haut de chaque volet, on peut lire ces 2 phrases. Ipse dixit et facta sunt, qui signifie lui parle ceci est, et ipse mandavit et creata sunt, qui signifie lui commande ceci existe. Il s'agit d'un rappel de la création du monde. Le panneau intérieur gauche représente le mariage d'Adam et Ève au paradis. Il est intéressant pour la grande variété de son bestiaire, notamment une licorne et toutes sortes de créatures fabuleuses. On peut d'ailleurs voir l'arbre de la connaissance, reconnaissable par le serpent autour du tronc. Le panneau central donna le titre de l'œuvre, le Jardin des Délices. Cependant, on l'appela autrefois de l'Arbouze. Selon Siguenza, cette œuvre traiterait de la gloire vaine et brève du cours de l'Arbouze, une sorte de fresque qui est produite par l'arbousier. Siguenza rajoute que cette œuvre est la plus grande fantaisie que l'on peut imaginer. En effet, l'immense variété des situations dans lesquelles on peut retrouver les personnages, et l'extrême richesse des symboles, témoignent du paroxysme qu'a atteint l'imagination du peintre. Concernant son panneau central, le sujet est très flou, la jouissance des sens est mise en évidence. Mais s'agit-il juste d'une critique de la luxure et du péché? Là, 2 théories principales s'opposent. La première pense que ce panneau se déroulerait avant le déluge, une société en pleine décadence donc, se livrant outrageusement à la débauche. Cependant, le mal ne témoigne pas de sa présence, aucun signe de violence ou de souffrance, ce qui met cette théorie à mal. L'autre théorie stipule qu'il s'agit là d'une vision du paradis. En effet, si le chariot de foin en provoque l'envie et la colère, ici le mal est totalement absent. Mais on se rend compte également qu'il n'y a pas de la honte de la nudité, contrairement sur Terre, et que tout le monde semble avoir à peu près le même âge. Il est dit qu'au paradis tout le monde aurait 33 ans, c'est-à-dire l'âge du Christ lorsqu'il mourut. De plus, on remarque que les animaux ne craignent pas l'homme, comme ce serait le cas si cette scène se déroulerait sur Terre. Et ne parlons même pas des constructions fantastiques qui mêlent végétal, coquillages et autres. Enfin, le panneau droit représente les enfers. Au loin, le paysage des enfers avec notamment le Pandémonium. Cette partie d'ailleurs fait office d'artwork pour l'album Into the Pandemonium de Celtic Frost. On peut voir par-ci par-là des damnés qui, après être tombés, sont menés par les démons vers les supplices qui les attendent un peu plus bas. Là encore, la richesse des symboles, des créatures et des tortures est vertigineuse. Ici, un étrange symbole phallique. Là, un homme arbre. Là encore, un chevalier qui se fait dévorer par de nombreux monstres. Et des tortures dignes de celles du marquis de Sade. On a une partie de l'enfer qui est consacrée aux joueurs, à en juger par les quelques éléments de jeu. Une autre partie est consacrée aux musiciens, on associa la musique à la luxure. On voit à côté un démon, identifié comme étant Achéron, assis sur une chaise percée. Celui-ci mange éternellement les damnés et serait tiré de la vision de Tondal. En dessous de lui, une femme qui illustre le proverbe « se mirer dans le cul du diable ». Pour finir, je souhaiterais me concentrer sur un détail. Vous voyez cette partition écrite sur le cul de cet homme? Eh bien la musique que vous entendez en ce moment est tirée de cette partition. Dès son vivant, l'œuvre de Bosch marqua les esprits et suscita le mystère. En témoignent les nombreux imitateurs, dont certains ont été formés par le peintre lui-même. Et par le grand intérêt que lui portèrent les puissants de ce monde, notamment Philippe II d'Espagne, qui permit au musée du Prado à Madrid d'avoir la plus grande collection de Jérôme Bosch. Pour imaginer ces créatures et ces mondes, certains dirent qu'il eut recours à des drogues hallucinogènes. La psychanalyse y verrait un transfert de l'inconscient, et les surréalistes virent en Bosch le précurseur de Salvador Dali et de Max Ernst.
Il est vrai que la partie infernale du Jardin des Délices est très proche esthétiquement des toiles surréalistes. C'est pourquoi André Breton considérait Bosch comme un visionnaire intégral.